donc oui, je disais que j'avais été particulièrement intéressée par cette définition de la fragilité comme une situation précaire, finalement, une situation précaire au sens de situation mouvante, hein, non figée, où tout peut arriver. Vous employez le terme de dynamique de cascade, et une situation qui est donc à la fois de précarité et puis d'entre-deux, entre l'individu en bonne santé et à l'autre bout du spectre, l'individu dépendant, il y aurait l'individu fragile. Et je trouve que cette approche de la fragilité rejoint bien la notion de vulnérabilité qui est en train d'émerger en droit, comme vous l'avez rappelé, et qui est justement un entre-deux entre quoi et quoi, entre deux figures qui sont construites par le droit historiquement depuis le Code Napoléon, depuis 1804. D'un côté, l'individu autonome, rationnel, qui est donc apte à prendre des décisions et apte à assumer les conséquences de ces décisions, donc titulaire de droits et d'obligations. Et puis, de l'autre côté, l'individu incapable, qui est relégué quasiment aux marges de la personnalité juridique. C'est toujours une personne juridique, mais qui ne bénéficie pas d'un certain nombre de capacités. Et historiquement, ces individus incapables, c'était le fou, c'était l'enfant, c'était le condamné et c'était la femme mariée. Et donc cette opposition entre l'individu capable et l'individu incapable, qui a longtemps constitué un fondement du droit, il me semble que la notion de vulnérabilité qui est en train d'émerger depuis une vingtaine d'années, elle tend à instituer un entre-deux, comme la fragilité peut l'être entre l'individu bien portant et l'individu dépendant, un entre-deux qui du coup nous amène à réfléchir au droit et à l'autonomie des personnes vulnérables. Donc très rapidement, je voudrais vous proposer cette réflexion en deux temps, en voyant d'abord comment a émergé en droit la notion de vulnérabilité et avec quels effets, et puis ensuite voir quelle est l'articulation des droits et protections des personnes vulnérables en raison de leur âge. Alors, premier point, l'émergence d'un droit de la vulnérabilité, il se fait, comme je vous l'ai dit, grâce à un effacement de cette dichotomie entre personnes capables et incapables. Cet effacement de la dichotomie, il résulte de deux tendances. D'abord, la diminution de personnes incapables, c'est-à-dire l'extension de la capacité civile, de la capacité juridique à ces personnes qui historiquement en étaient frappées. Alors ça, au nom de la logique des droits humains, de la logique des droits de l'homme. Par exemple, la mort civile a été abolie en 1854 en France. Les acquis du féminisme, évidemment, le fait qu'à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les femmes étaient reconnues comme étant, les femmes mariées ayant été reconnues comme titulaires des mêmes droits que leurs époux et bénéficiant d'une pleine capacité juridique. Puis également les enfants, pour qui, depuis notamment la Convention de New York sur les droits de l'enfant, l'insistance est mise sur leurs droits et leur capacité à participer aux décisions qui les concernent. Et on voit désormais dans le Code civil cette idée que, certes, les parents exercent l'autorité parentale, mais cette autorité parentale, elle doit, dans la mesure du possible, associer l'enfant aux décisions qui le concernent, en fonction évidemment de son âge et de son degré de maturité. Donc on le voit, la liste des personnes incapables tend à se restreindre. Et puis, par ailleurs, dans un mouvement parallèle, on assiste à un phénomène inverse. On voit une extension de dispositifs tendant à protéger juridiquement des personnes pourtant capables, c'est-à-dire pourtant considérées par le droit comme étant titulaires d'une autonomie et d'une capacité juridique. Et cette extension de ce mouvement de protection, il se fait pour différentes raisons, à la fois pour assurer la sécurité matérielle, la sécurité personnelle, pour également protéger l'intégrité physique, pour protéger contre un risque d'exploitation, de domination, d'inégalité, et il se fait de façon extrêmement protéiforme. Pour faire simple, on a à la fois des dispositifs qui visent à protéger la personne contre les tiers,
et également des dispositifs qui visent à protéger la personne contre elle-même. Alors contre les tiers, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple, en droit de la consommation, on voit on a vu se multiplier l'interdiction d'un certain nombre de pratiques considérées comme étant des pratiques déloyales et qui visent à tromper des catégories de consommateurs qui sont considérés comme étant frappés d'une certaine vulnérabilité, d'une particulière vulnérabilité liée soit à leur infirmité mentale, soit à leur infirmité physique, soit à leur âge, soit à leur crédulité. Et donc cette protection des consommateurs vulnérables, elle aboutit à mettre en place une protection contre des risques causés par des tiers. Et même chose en droit pénal général, on a toute une série d'infractions qui visent à sanctionner ou à aggraver les peines dans des hypothèses d'infraction commises à l'encontre de personnes vulnérables. Par exemple, coups et blessures sur une personne vulnérable sont passibles de peines renforcées. Donc protection de la personne contre les tiers, et puis aussi protection de la personne contre elle-même. Se développe tout un corpus de dispositions tendant à protéger les personnes vulnérables, quoique capables, contre des risques qu'elles pourraient prendre inconsidérément. On pourrait prendre plein d'exemples, juste un parmi d'autres. Le Conseil constitutionnel, par exemple, a considéré que la réglementation sur les jeux en ligne, les jeux de hasard en ligne, vous savez, peut-être jouer, cette réglementation restrictive, elle est justifiée par un objectif de protection des publics vulnérables, nous dit le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment un contexte, vous le voyez, où la distinction traditionnelle capacité-incapacité tente à se déplacer et émerge cette zone d'entre-deux que vous développez à propos de la fragilité et qu'on voit dans un contexte plus large en droit, une zone d'entre-deux qui est caractérisée par un label désormais à la mode qui est celui de vulnérabilité. Alors je dis label à la mode, pourquoi ? D'abord parce que, à la mode, parce que désormais le législateur comme le juge emploie très fréquemment le terme de vulnérabilité. J'ai vérifié donc, au 20 mai sur Légifrance. Vous avez dans l'ensemble des codes de droit français, code civil, code de l'action sociale et des familles, code pénal, etc. Vous avez 175 entrées du mot vulnérabilité ou personne vulnérable. Et dans la jurisprudence, à la fois judiciaire et administrative, recensée sur Légifrance, donc ce n'est pas l'ensemble des décisions rendues par l'ensemble des tribunaux, mais c'est un aperçu représentatif. Donc dans la jurisprudence, vous avez plus de 4000 références, aussi bien de la part du juge judiciaire que du juge administratif, à la vulnérabilité. Et évidemment, ça porte sur des sujets très divers. On prend juste un exemple. Le code de la route exige que le conducteur soit particulièrement attentif aux usagers vulnérables, sans définir, on peut penser que c'est les piétons, les cyclistes, etc. Vraiment, la vulnérabilité retrouve des hypothèses très, très diverses. Alors, du coup, ça a suscité un certain nombre de critiques à l'égard de cette notion, et c'est pour ça que je parle de label, dans la mesure où on a dit qu'appliquée à des situations tellement diverses, elle perd de sa consistance, elle ne veut plus rien dire, puisque par personne vulnérable, on va désigner aussi bien la personne âgée en perte d'autonomie que le bénéficiaire du RSA ou la mère de famille monoparentale, que l'usager, le piéton sur la route, ou la femme enceinte, puisque d'après le code pénal, ça peut constituer, la grossesse peut constituer une particulière vulnérabilité. Donc ce serait une sorte d'euphémisme mou qui permettrait de recouvrir tous les victimes des inégalités sociales, les laissés pour compte du capitalisme, les personnes fragiles pour des raisons à la fois personnelles et sociales, personnelles ou sociales. Alors, si on reprend l'étymologie, vulnérabilité, c'est la sensibilité à la blessure, comme vous savez, la vulnérabilité et la sensibilité à la blessure. La personne vulnérable serait celle qui serait sur le point d'être blessée. Il me semble qu'en gardant cette étymologie à l'esprit, on peut quand même aboutir à une définition juridique de la vulnérabilité.
tout au moins on peut dépasser cette idée que la vulnérabilité est un label imprécis dans lequel, c'est comme pour le PHP, on trouve tout, pour arriver à une notion qui soit pertinente et qui soit efficiente juridiquement. Alors, cette vulnérabilité, enfin, il me semble du moins que le droit construit une notion de vulnérabilité pour désigner la situation d'une personne qui, dans un contexte donné, et ça c'est toujours important, il y a toujours un enjeu de situation, donc une personne qui dans un contexte donné ne peut pas jouir d'une autonomie suffisante pour exercer ses droits fondamentaux et que en retour, cette situation personnelle va justifier l'adoption de mécanismes de protection. Des mécanismes de protection qui peuvent être très différents et faire appel aussi bien au ressort du droit pénal que du droit civil ou du droit social. Et que ce qui fait la cohérence de tout ceci, c'est que la vulnérabilité ainsi protégée, elle remplit une triple fonction. Elle vise à la fois à assurer la sécurité de la personne, elle vise également à protéger son intégrité physique, mentale, et également à lutter contre des inégalités, à lutter contre la domination. Alors, c'est une définition un peu complexe, mais parce que les occurrences de la vulnérabilité sont extrêmement nombreuses, extrêmement complexes, et on ne peut pas du coup les couvrir, me semble-t-il, avec une notion plus simpliste. Et évidemment, ces critères qui me semblent ressortir de l'étude du droit, ils rejoignent tout à fait ce que vous dites sur la fragilité, où vous soulignez que la fragilité de la personne âgée, eh bien, c'est un état intermédiaire entre la bonne santé et la dépendance, c'est un état à risque pour l'intégrité de la personne, à risque pour la sécurité de la personne, et c'est aussi un état à risque de soumission à différentes inégalités, et notamment à commencer par l'emprise de l'environnement ou l'emprise du corps médical qui a à traiter la situation de la personne. Donc voilà, deux notions différentes, deux mots différents, mais qui se rejoignent, me semble-t-il. Il me semble que le langage du droit rejoint ici le langage de la médecine. Alors du coup, ainsi défini, quelles sont les incidences juridiques de la notion de vulnérabilité et liées au grand âge, et en quoi ça rejoint, enfin, les réflexions des juristes peuvent rejoindre les préoccupations des médecins telles que vous les avez exprimées. J'avais prévu, mais je ne vais pas le faire faute de temps, j'avais prévu de voir un peu plus avec vous les différentes sources juridiques qui s'appliquent à la situation de la personne âgée, vulnérable ou fragile, et notamment de vous rappeler que la difficulté ici pour les juristes est que l'encadrement juridique va reposer sur l'articulation de trois normes différentes, de trois sources juridiques différentes, puisque la situation de la personne âgée vulnérable, elle relève à la fois du droit civil, et notamment des mécanismes de protection. Elle relève également du droit de la santé, avec les dispositifs qui visent à assurer le respect du consentement de la personne malade, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne juridiquement incapable, à savoir le mineur ou le majeur sous tutelle. Et puis, en dernier lieu, troisième norme, à côté du droit civil et du droit de la santé, c'est le droit de l'aide sociale, où on retrouve dans le code le code de l'action sociale et des familles, on retrouve cette idée que la personne âgée, hébergée dans des structures médico-sociales ou sociales, doit voir son consentement et son autonomie protégée, quand bien même elle serait dépendante. Et ce qui est intéressant dans ces normes, donc je n'entre pas dans le détail, mais ce qui est intéressant dans ces différentes normes, que ce soit le droit civil, le droit de la santé et le droit de l'aide sociale, c'est qu'on retrouve la même tension du droit qui vise à mettre en place des mécanismes de protection qui, du coup, limitent la capacité de la personne à prendre des décisions, puisqu'elle est accompagnée ou représentée, et en même temps en affirmant que tout ceci vise à garantir l'autonomie de la personne. Donc il y a une sorte d'aporie ici, ou d'oxymore juridique, puisque dans les mêmes textes, il est dit
on limite l'autonomie juridique de la personne en lui reconnaissant des différents systèmes de protection, de représentation et d'assistance, tout en veillant à assurer l'autonomie de celle-ci. Donc j'en dis pas plus, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais prendre 5 minutes encore pour voir du coup quels sont les enjeux qui résultent de l'application de ces différentes normes de droit civil, de droit de l'aide sociale et de droit de la santé sur la question du consentement de la personne âgée vulnérable. J'ai été très frappée dans votre article par les deux enjeux importants que vous soulignez et que vous avez rappelés ici. Le premier enjeu qui m'a frappé, c'est le lien entre la cure et le care que vous soulignez, hein, la nature très spécifique de la relation médicale avec la personne âgée fragile, vulnérable, puisque ça suppose d'articuler à la fois le soin, mais également un réseau d'attention qui dépasse l'approche médicale organique fonctionnelle pour s'assurer de la qualité de l'environnement de la personne, du réseau humain qui l'entoure, et donc de ses revenus aussi, parce que ça vous n'en avez pas parlé, mais l'environnement également d'aide sociale dont elle peut bénéficier. Donc ça, c'est le premier point qui m'a frappé. Et le deuxième point que vous soulignez et que je trouve très intéressant, c'est la frontière entre la bientraitance et la maltraitance. Vous ne l'avez pas tellement dit à l'oral, mais dans votre article, vous soulignez qu'il y a du coup, pour l'équipe médicale, toute une série de questions qui se posent, parce qu'il y a un phénomène d'emprise, ou en tout cas vous avez parlé de paternalisme et d'infantilisation, c'est-à-dire il y a toute une série d'hypothèses où on décide pour la personne, voire contre la personne. Est-ce qu'il faut par exemple mettre en place un système de contention pour une personne Alzheimer, et vous dites là il y a un enjeu, l'action, finalement l'action médicale peut être une cause de maltraitance dans l'intérêt de la personne. Et ce qui me frappe, c'est que parallèlement, l'inaction médicale peut aussi être une source de maltraitance, c'est-à-dire s'en tenir à l'expression d'un refus. La personne âgée qui dit « je ne veux pas manger, je n'ai pas faim », et dit « ah bon, tu ne veux pas manger, tu mangeras demain si tu veux », comme ça a pu nous arriver de faire avec nos enfants. Hein. Là, ça peut relever de la maltraitance, puisque ne pas entamer un dialogue, ne pas essayer de discuter et d'échanger sur les raisons de cette anorexie, et capituler devant un consentement, enfin devant une volonté exprimée formellement, ça peut être également un enjeu de maltraitance. Donc, ces deux idées, donc la distinction entre la cure et le care et la frontière floue quelquefois entre bientraitance et maltraitance dans l'action ou dans l'inaction médicale, évidemment elles interpellent les juristes parce que là encore ça nous amène à réfléchir à ce que consentir veut dire, ce que décider pour soi veut dire. Et là, pour le coup, pour les juristes, c'est vraiment un champ de réflexion qui est en plein renouvellement. Qui est en plein renouvellement, notamment grâce à des réflexions qui viennent soit qui viennent de l'étranger. Quand je dis de l'étranger, ça peut être aussi bien de pays étrangers que de sources internationales. Pourquoi ? Parce qu'il y a une double... En fait, il y a une double réflexion actuellement en droit sur la question du consentement des personnes vulnérables qui est tout à fait intéressante. Première réflexion, c'est cette idée qu'il faut en sortir complètement de la distinction entre capacité fondée sur la rationalité et l'autonomie de la personne, incapacité pour quelques personnes protégées. Il faut sortir de cette binarité et il faut certainement repenser la capacité juridique comme n'étant plus nécessairement fondée sur la seule raison. Sortir de cette approche très froide qui nous vient des Lumières, de l'homme moderne, c'est un homme rationnel. On sait désormais que l'individu, ce n'est pas qu'un être de raison, ça peut l'être, et tant mieux, mais c'est aussi autre chose, c'est un sujet de désir, c'est un sujet d'envie, c'est un sujet de besoin.
Et tout ceci, tous ces apports de la philosophie moderne, ils méritent d'être interrogés pour repenser la notion de capacité juridique. La capacité juridique, certainement, ça n'a pas à être seulement une chose froide, intellectuelle, ça va être également le reflet des choses vivantes et animées qui sont l'humain. Donc, je le disais, l'aptitude à avoir des désirs, qui est évidemment très importante, même si ces désirs peuvent être contradictoires. Hein. La personne âgée ne veut pas manger, mais elle veut atteindre ses 100 ans pour fêter ça avec sa famille en même temps. Donc des désirs contradictoires, d'abord les désirs, et ensuite les valeurs. Parce que même si nous ne sommes pas que des êtres de raison, nous sommes aussi des êtres de raison, et nous sommes capables de hiérarchiser nos désirs, nous sommes capables de les prioriser, et d'avoir donc une grille de lecture du monde dans laquelle nous projetons notre parole et nos actions. Et du coup, si on redéfinit comme ça la capacité sur cette attitude à la fois à avoir des désirs et à avoir des valeurs, à les articuler avec les valeurs, cette notion de capacité, elle doit certainement être revisitée, parce qu'on ne peut plus dire ben, je décide pour autrui dans son intérêt. Je décide pour cette personne vulnérable dans son intérêt, parce qu'en raison de sa vulnérabilité, elle ne sait pas ce qu'est son intérêt. Et ça, le droit international des droits humains vraiment est une source de réflexion très intéressante. C'est notamment le comité ONU sur les droits des personnes handicapées, dont on parle beaucoup depuis mardi, et l'affaire Vincent Lambert. Dans sa première recommandation générale, le comité des droits des personnes handicapées souligne qu'il faut sortir du paradigme de meilleur intérêt de la personne. On décide au nom d'une personne handicapée pour elle, parce que nous savons ce qui est meilleur pour elle. Donc il faut sortir de ce paradigme et il faut faire primer la volonté et les préférences de la personne, y compris si cette volonté, ces préférences, elles peuvent conduire à créer des risques, à mettre la personne en danger. Donc c'est le premier élément vraiment important sur lequel les juristes réfléchissent, repenser la capacité dans un sens de meilleure représentation des désirs et de la volonté de la personne, et en abandonnant cette idée d'intérêt, de meilleur intérêt de la personne. Et l'autre piste sur laquelle on réfléchit et qui est très importante dans ce que vous dites, c'est comment faire du coup, c'est là, comment assurer ce changement de paradigme, et c'est certainement en repensant les dispositifs d'accompagnement des personnes vulnérables. Là encore, c'est dans le champ du handicap qu'on a vu des solutions nouvelles émerger, puisque c'est dans le champ du handicap est apparue cette idée qu'il faut arrêter de décider pour la personne, donc il faut sortir du modèle de décision substituée. Le tuteur prend la décision à la place de la personne pour la personne vulnérable. Donc sortir de ce paradigme de la décision substituée pour passer à un paradigme de décision assistée. C'est-à-dire que c'est la personne qui prend sa décision accompagnée, soutenue par des personnes. Ça peut être une personne en particulier, ça peut aussi être envisagé de façon plus large comme étant un environnement. Mais c'est la personne qui prend cette décision en bénéficiant de conseils, en bénéficiant d'une information, et surtout grâce à des procédures qui soient des procédures adaptées. C'est-à-dire des procédures qui prennent parfois un temps long et qui supposent véritablement une écoute et un échange. Je reprends l'exemple de la personne âgée anorexique qui dit qu'elle ne veut plus manger, qu'elle n'a pas faim, etc., qui en même temps veut fêter ses 100 ans et avoir sa famille autour d'elle-même. L'échange de l'équipe médicale, quand je dis l'équipe médicale, c'est pas seulement le médecin, c'est aussi l'aide-soignant, c'est l'infirmière, c'est un environnement. L'échange avec cette personne de nature à lui permettre de réaliser que si ce qu'elle veut vraiment, c'est fêter ses 100 ans avec sa famille, et que pour ça, effectivement, il faut qu'elle mange, sinon elle ne pourra pas atteindre ses 100 ans. Donc, soutenir cette prise de décision de la personne par elle-même et pour elle-même, c'est un temps qui peut être long et qui va supposer des procédures spécifiques d'écoute et de discussion
qui sont très importantes, qui ont été évoquées dans un avis dont j'imagine que vous avez déjà parlé dans le cadre de ce séminaire. C'est l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de 2017, si mes souvenirs sont bons. Donc c'était pas 2017, alors c'était 2015. Oui, voilà, 2015, qui est l'avis sur le consentement des personnes vulnérables et qui insiste sur ces procédures à mettre en place, à la fois pour les personnes juridiquement protégées, sous curatelle, tutelle, mais aussi plus généralement pour les personnes comme les personnes âgées qui sont en situation de fragilité ou de vulnérabilité.